Aujourd'hui les enfants, on va étudier un cours super intéressant, j'ai nommé les aires urbaines. Ça a l'air totalement chiant. On est obligé? C'est vrai que ça a l'air chiant. Hein. Mais si, c'est passionnant, vous verrez. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de comment rendre un cours chiant intéressant. Ou du moins, essayer. Il y a un mythe qui circule qui laisserait entendre que à chaque fois qu'un prof débute un cours, eh bien, il est passionné par son sujet. Genre vraiment, il s'est levé le matin, il est rentré dans sa salle de cours, il a dit « Moi, j'adore les aires urbaines, moi, je kiffe les espaces de faible densité, moi, vraiment, je suis passionné de l'Empire byzantin et du coup, je vais l'enseigner et waouh, je vais prendre un plaisir intense et je vais tellement adorer ça que je vais le répéter 3, 4, 5 fois en fonction du nombre de fois où j'ai des classes. » Spoiler alerte! C'est faux! Et oui, tout cela est un mythe. En fait, le professeur est un être comme tous les autres. C'est-à-dire qu'il a autant des cours qu'il apprécie enseigner et il a des cours qu'il n'apprécie pas enseigner. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. Il se trouve que, d'une part, les enseignants sont rarement spécialistes de l'ensemble de la discipline qu'ils sont censés enseigner. Quelle que soit la discipline que vous enseignez, en général, elle va être découpée en fonction de plusieurs catégories ou de périodes, ou de centres, de thématiques par exemple plus particulières que vous avez vues ou pas vues durant vos études. Et si je prends justement l'histoire géo, et plus précisément l'histoire parce que moi j'ai étudié l'histoire, nous on découpe l'histoire en 4 grandes périodes et ensuite au fur et à mesure de nos études on va se spécialiser dans certaines périodes. Donc moi qui suis historienne, plus spécialement spécialisée dans l'histoire contemporaine et encore plus spécialisée dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et l'expérience concentrationnaire durant les déportations, autant vous dire que quand on me demande d'enseigner la préhistoire à des 6e, au-delà du fait que la préhistoire ne fait pas partie de l'histoire, eh bien, c'est pas vraiment ma catégorie, vous voyez? Ajoutez à ça que les profs d'histoire doivent aussi enseigner la géographie, qui n'est pas du tout dans le même département que l'histoire, eh bien, ça fait que parfois c'est compliqué et qu'on a souvent, en tout cas, pour les profs d'histoire, une préférence pour la matière qu'on a étudiée à l'université. Après, on peut être amené à découvrir d'autres choses, bien sûr. Mais voilà, en général, donc on est plutôt spécialiste d'une période, spécialiste d'un sujet. Prenez les profs de physique-chimie qui enseignent aussi 2 disciplines. Souvent, ils sont soit plus chimistes, soit plus physiciens. Voilà. Et ça peut être pareil après, si vous prenez la littérature, eh bien, le professeur de littérature n'est pas spécialiste de l'ensemble de la littérature. Il y a une différence entre la littérature jeunesse, la littérature classique, la littérature médiévale, la littérature, enfin voilà, il y en a qui parlent grec, latin, ancien français, bon ça c'est plutôt littérature classique ou littérature moderne, mais enfin en tout cas on n'est pas du tout sur les mêmes spécificités, sauf que dans un établissement scolaire, à l'école, on nous demande d'enseigner eh bien des choses précises, parce que le professeur est un être qui est obligé de suivre un programme, donc ce qu'on appelle le bulletin officiel de l'éducation nationale, avec des programmes spécifiques nationaux, et non pas régionaux comme c'est le cas dans certains pays. Par exemple en Allemagne ce sont des Länder, donc on va avoir des programmes qui vont être différents en fonction des établissements scolaires ou en tout cas des Länder. Bon, prenez la France, c'est un programme qui est national, donc du coup nous sommes tous censés suivre ce fameux programme. Et sinon vous pouvez pas genre juste, je sais pas moi, pas faire les programmes. Et non, nous ne pouvons pas décider du coup de ne pas suivre le programme, puisque c'est un petit peu comme si votre patron vous donne une directive et que vous vous dites « Oh bah non, en fait, je vais faire autre chose ». Non, voilà. C'est pour que les élèves, quand ils sortent de l'enseignement secondaire, aient globalement tous acquis les mêmes compétences, capacités, connaissances. Alors, après on sait très bien, ils n'auront pas tous retenu tout ce qu'on aura fait à l'école, loin de là, mais en tout cas là on est sur un idéal et une question un peu théorique. Quoi qu'il en soit, on a tous des sujets qu'on préfère enseigner, des sujets qu'on préférerait peut-être même ne pas enseigner. Je vous prends un exemple précis, c'est-à-dire moi, parce qu'il n'y a pas d'autres personnes à qui prendre d'exemple. Je déteste enseigner le cours de 5e sur l'Empire byzantin. C'est pas la première fois que j'en parle en vidéo. J'ai un problème avec ce cours, je ne l'aime pas, je n'aime pas cette période historique. Je sais jamais comment le raconter, c'est jamais passionnant, j'ai beau chaque année chercher des vidéos, des manières de le rendre un peu plus ludique, de le changer, ça fait 7 ans que je l'enseigne, ça fait 7 ans que je trouve qu'il est chiant. Voilà, bon, il y a des sujets comme ça sur lesquels j'aurais beau me creuser les méninges et tout essayer, ça ne passera jamais. Voilà, parce que le cours est juste chiant et je pense que je n'ai pas d'affinité particulière avec ce cours. Après, des élèves peuvent vous amener à aimer ce cours-là. Justement, précisément ce cours-là, cette année, j'ai une classe, quand je l'ai fait, ils étaient tellement contents, ils me posaient tellement de questions que je me suis dit « Oh !»
j'ai presque trouvé intéressant mon cours. Mais voilà, en général, on a des cours qu'on adore. Par exemple, à l'inverse, j'adore enseigner l'entre-deux-guerres, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. J'aime beaucoup enseigner tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. J'ai des sujets en géo aussi que j'aime beaucoup enseigner. J'aime beaucoup faire le tourisme en 4e. J'aime beaucoup faire l'aménagement du territoire en 3e, même si c'est pas un sujet qui les passionne plus que ça. Donc il y a des sujets aussi qu'on aime enseigner, mais qui à l'inverse ne porteront rien du tout sur les élèves. Des sujets que on va pas spécialement aimer enseigner, mais qui vont adorer. En 6e, ils sont fans de la préhistoire, ils sont fans de tout ce qui concerne... Bon, en fait, ils sont fans de tout, en 6e, ça c'est facile. Bon, moi, j'ai eu une seule fois des 6e, j'étais là, je me disais, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, et eux, ils étaient là, ils avaient 15 000 questions, hein, parce que voilà. Donc, il y a ça aussi, il y a le retour que vous avez en face. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner des petits tips pour essayer de faire en sorte, quand on a des cours qui sont justement pas spécialement passionnants, ou en tout cas, peut-être pas juste qui vous passionne pas vous-même, mais qui déjà sur le papier, vous sentez que ça va être compliqué avec les élèves et que vous allez sortir les rats, vous voyez, pour avancer comme ça. Donc je vais vous donner du coup 2 exemples, un en histoire, un en géo. Évidemment, je suis prof d'histoire géo, je vous donne des exemples qui sont centrés sur ma discipline. Maintenant, si vous enseignez une autre discipline, je pense que c'est tous pareil, nous professeurs, on cherche constamment à s'adapter, à trouver des choses un peu ludiques, à capter l'attention. On sait aussi assez souvent que les élèves, quand ils sont impliqués dans un projet, c'est toujours plus facile de les impliquer, de les intéresser que quand on est simplement sur un transfert de connaissances qui va partir du haut vers le bas. C'est-à-dire que quand je fais un cours, que j'amène des connaissances, alors soit ils dorment, soit ils sont abreuvés et heureux, mais souvent ensuite c'est des classiques questions sur document, et donc voilà. Le question sur document, pour moi, il faut pas le retirer parce que ça reste quand même quelque chose d'important, et c'est aussi montrer aux élèves que dans la vie, eh bien, oui, vous aurez pas toujours des choses que vous aimeriez faire, mais voilà, ça arrive aussi. Maintenant, c'est bien de varier les différentes situations d'apprentissage et les différentes activités pour essayer parfois de les impliquer davantage et de les captiver sur un sujet qui, à la base, partez pas sur quelque chose de fantastique. Alors, si je prends justement l'histoire, je vais prendre ici le cours de 4e que je fais sur les philosophes des Lumières. C'est un cours que moi, personnellement, j'aime enseigner. Donc j'ai cet avantage-là, ce cours-là, je l'aime bien. Je l'aime bien, sauf que c'est un cours qui est compliqué parce que c'est un cours qui est sur de l'histoire culturelle et de l'histoire des idées. Et quand on enseigne des idées, c'est pas forcément toujours facile pour les élèves d'appréhender et de comprendre les concepts. Notamment, on va voir différents philosophes des Lumières, et ces philosophes des Lumières, on va parler des notions de justice, de liberté, d'égalité, avec des textes très argumentatifs, enfin, c'est bourré de textes, c'est bourré d'informations qui amènent à réfléchir sur comment fonctionnait la société d'Ancien Régime, à s'interroger sur les modifications politiques proposées par les philosophes des Lumières, la modification même globale de la société, la façon de penser qui va changer par rapport à l'époque, enfin, si vous voulez, quand vous êtes historien, quand vous connaissez bien la période, quand vous comprenez même le côté politique, le côté sociétal, c'est plus facile. Mais quand vous êtes un enfant de 14 ans qui non seulement n'a pas ces bases-là, qui ne comprend pas et qui en plus trouve ça chiant, bah en fait, pour tout vous dire, vous ramez. Voilà, vous ramez. Donc, première chose, j'essaie d'expliquer à mes élèves que philosophes des Lumières, c'est pas les gens qui ont inventé l'électricité, non. Alors, je leur prends un petit peu l'exemple, bon, malheureusement, je le retrouve souvent dans mes copies, mais du dessin animé avec ploum, l'ampoule qui s'allume sur la tête, qui fait que du coup la personne a une idée. Et en général, ce que je fais, c'est que je les amène en salle informatique ou au CDI. CDI cool parce que co-enseignement, mais je les mets à ce moment-là du coup en activité, et ils ont du coup pour consigne d'aller interviewer chacun un philosophe des Lumières. Ça va les amener à faire des recherches sur ce philosophe, qui il est, bon, quand il est né, quand il est mort, ça ils adorent le mettre, mais ça sert pas à grand chose. Enfin, c'est bien de le replacer dans un contexte et une époque, plus que leur date précise de naissance. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Quels sont les éléments importants de sa vie? C'est ce que je leur dis. J'ai dit alors, peut-être que savoir qu'il a perdu sa première dent à 12 ans, on s'en fout. Voilà. Peut-être que savoir qu'il s'est marié, c'est peut-être pas le truc le plus important. Par contre, professionnellement, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a publié? Sortez-moi des titres. Donc, ils vont être amenés à faire des recherches déjà sur Internet, ce qui va les amener aussi à travailler des compétences informatiques et numériques, mais qui surtout va les impliquer dans une démarche, parce que l'idée, c'est d'aller poser des questions. Et quand on est sur une dynamique de poser des questions, alors déjà, on travaille sur l'interview, on peut voir aussi ce qui concerne le métier de journaliste ou ce genre de choses, on est sur des questions-réponses. Et quelle est la question pertinente à poser? Quelle est la réponse attendue pertinente qui va être intéressante ensuite dans une interview, qui va être intéressant d'être montré?
On sait tous, si on va faire une interview de papy, mamie, frère Georges, enfin à un moment donné, on va pas poser n'importe quoi comme question, on va pas lui demander qu'est-ce qu'il a comme plante verte. Donc c'est pareil pour un philosophe des Lumières. Quand on va voir Voltaire, alors certes Voltaire est mort, on fait comme s'il était vivant, on pose des questions qui soient pertinentes. Voilà, bonjour Voltaire, vous avez, pourquoi avez-vous publié tel traité, quel était l'objectif, quelle était la remise en cause sociétale que vous vouliez faire derrière. Et en posant des questions et en amenant les réponses, bien préciser aux élèves qu'il faut faire question-réponse, parce qu'ils ont tendance à dire « Comment ça, faut mettre les réponses ?» Là, à ce moment-là, on peut justement davantage faire fonctionner aussi les mécanismes de leur cerveau. Là, ils sont vraiment dans l'activité, ils essayent davantage de se questionner sur qu'a fait ce philosophe, et donc, en général, ils accèdent beaucoup plus à une compréhension des choses, et finalement, à la fin, moi j'ai plein... Oui, ils m'ont décoré toute ma salle avec mes affiches des philosophes des Lumières, et... En général, ils sont très contents d'avoir leurs petites affiches comme ça sur le tableau, sur le mur. Et comme ça les a impliqués, ça les a un peu plus intéressés. Ensuite, deuxième exemple, là cette fois-ci je vais prendre un exemple de géographie et notamment en classe de 3e. En général, quand j'annonce à mes élèves de 3e, après leur avoir déjà annoncé une première fois qu'on allait faire les aires urbaines, et j'ai eu déjà des « Madame, on est vraiment obligé ?» Et que je poursuis en leur disant « Maintenant les enfants, nous allons travailler sur les espaces de faible densité !» Les espaces de faible densité. Donc évidemment, je leur explique que oui, bien sûr, nous sommes obligés, c'est une obligation de travailler sur ces espaces, mais ce qui est surtout assez marrant, c'est que je commence par leur expliquer où sont situés les espaces de faible densité, et surtout leur parler des faiblesses, des défauts de ces espaces, et notamment des fameuses zones blanches, genre... Vous devriez voir leur réaction quand je leur dis « Oui, il y a des gens, ils ont pas de réseau, ils ont pas internet !» Et alors là... Quoi ? Il y a des gens qui vivent sans internet ? Ah ! Ah ! Je capte le réseau ! Je capte le réseau ! Attends Bah, il y en a plus. Forcément, c'est mal engagé quand on part sur les aspects plutôt négatifs des espaces de faible densité, mais du coup, je leur dis « Eh, bonne nouvelle, vous allez pas devoir du coup me montrer les faiblesses, vous allez devoir me montrer les atouts de ces espaces. » Et ça va les amener à s'interroger du coup sur les points positifs, alors qu'ils ne voyaient à la base, je vous rappelle, que les points négatifs. Pour pouvoir les impliquer davantage, pareil, démarche de projet, donc là, je vais leur demander cette fois-ci de se placer en groupe. Alors, sur les interviews des philosophes, je les plaçais aussi en binôme généralement, donc là, ils peuvent être 2 ou 3, et je vais leur demander de me réaliser une brochure touristique. Le but, c'est quoi? En gros, je leur explique, voilà, vous êtes super contents, vous êtes envoyés passer vos vacances à Saint-Élimie en Lozère, chez vos grands-parents, et vous allez du coup devoir aider vos grands-parents parce que papy mamie ils ont acheté un gîte, sauf que papy mamie y a personne dans le gîte. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas très doués en informatique, ils sont pas très doués du coup avec internet, ils savent pas trop bien comment on fait pour faire de la com. Et donc je vais leur faire travailler aux élèves justement toutes ces compétences aussi pour trouver dans la communication, hein, avec aussi ça peut mêler tout ce qui concerne le tourisme, pour les amener à réaliser une brochure touristique qui doit mettre en avant les atouts justement de la Lozère et de gîtes, des activités, de la gastronomie. En général, ils aiment beaucoup ça. En plus, on découvre Canva. Ouh, Canva, mon Dieu, merveilleux. Merci, quel outil informatique extraordinaire. Petit point important d'ailleurs, si vous êtes professeur, je vous rappelle que l'adresse que vous utilisez académique fonctionne pour avoir Canva gratuit professionnel. Wouhou! Et franchement, dès qu'on a des trucs gratos, prenez-les. Donc, les élèves du coup utilisent majoritairement Canva, c'est pas le cas de tous, il y en a qui utilisent des documents Word classiques, il y en a qui le font à la main, mais l'idée en tout cas c'est de me rendre une brochure touristique qui soit jolie, où ils vendent du coup la Lozère. Et ça marche plutôt pas mal parce que en général ils aiment bien, et même après quand je fais un développement construit où je leur demande de m'expliquer les atouts, les faiblesses et les dynamiques des espaces de faible densité, ils se rappellent de ce qu'ils ont fait du coup dans la brochure, et je retrouve pas mal d'exemples qu'ils ont fait dans la brochure qui viennent étoffer, égayer du coup leur argumentation. Donc au final, finalement un chapitre qui à la base les faisait pas rêver sur le papier, les a plutôt intéressés parce qu'ils ont trouvé l'activité assez ludique. Et ensuite, si j'ai le temps, je fais voter en classe du coup quelle est la meilleure brochure, ou alors, comme j'ai fait cette année, je l'ai amené en salle des profs, j'ai demandé à mes collègues, tout le monde a choisi la brochure qui était leur préférée. Voilà, donc les élèves ils aiment bien quand ça implique les autres profs. Puis ça permet de découvrir là plein d'autres métiers, ça permet de travailler les compétences de travail de groupe, d'informatique, de découvrir des métiers liés au tourisme, à la communication, donc voilà. Après, il est bien évident qu'on ne peut pas faire ça avec tous les chapitres. C'est-à-dire que oui, il y a des chapitres où on peut être ludique, où on peut réussir à les engager dans un projet, mais ces projets-là, ça prend généralement du temps. Faut aussi quand même avoir une part d'apport de connaissances, faut aussi prendre le temps d'avoir ensuite une restitution de l'information plus en commun, plus en groupe. Donc, c'est pas faisable partout, et l'idée c'est pas forcément de faire que du projet ou de faire que du ludique. L'élève doit aussi comprendre qu'à un moment donné, le prof il enseigne des trucs, ça le saoule, bah c'est pareil pour lui en fait. Il y a des choses qu'il va apprendre, ça va peut-être pas être le chapitre qui va le faire rêver, mais dans la vie en même temps,
ben, tout ce que vous allez faire au travail va pas forcément vous faire rêver. Donc l'idée c'est plutôt de varier ces situations d'apprentissage pour que les élèves soient pas dans cette situation d'ennui total parce qu'ils font constamment la même chose, et pour pouvoir les impliquer davantage. Et ce qui fait que, bon point positif, une fois que vous aurez fait ça et qu'ils auraient été très très sollicités, genre leurs cerveaux auront trop marché, quand vous reviendrez en classe en disant « question sur document », oh, bonheur, je vais pouvoir juste répondre à des questions. Et en ce qui concerne l'enseignant en lui-même, si vous trouvez votre propre cours chiant, posez-vous toujours la question de, encore une fois, comment je peux le rendre un petit peu plus attractif, comment je peux le rendre un petit peu plus ludique, et sachez aussi qu'il y a des cours, vous les trouverez toujours chiants, c'est comme ça, c'est comme tout, vous aussi, voilà, vous êtes au travail, il y a des choses qui ne vous plaisent pas forcément toujours, donc dites-vous que des fois, élève comme prof, c'est juste un mauvais moment à passer. Oh, et soyez honnête aussi, moi ça m'arrive de dire à mes élèves, enfin les espaces de faible densité, je les aime bien. Par contre les aires urbaines, début de 3e, je trouve ça chiant. Voilà, je suis là genre bon, on va parler de la ville-centre, on va parler de la banlieue, puis on va parler de l'espace périphérique, enfin périurbain. Bah je trouve ça chiant. Désolée, je devrais pas le dire comme ça, je sais, ce n'est pas un vocabulaire adapté. Mais voilà, je dis à mes élèves, je leur dis, écoutez, c'est pas le chapitre qui me fait rêver, c'est peut-être pas le chapitre qui vous fera rêver, il y en a peut-être qui adoreront les aires urbaines. Bon, on va faire en sorte qu'ils passent. Parce qu'il faut qu'il passe, et une fois qu'il sera passé, on fera autre chose. Voilà. L'idée c'est pas forcément de vous attarder des heures et des heures sur un chapitre qui vous plaît pas plus que ça, mais au contraire de trouver plutôt comment faire passer au mieux l'information. Et si jamais au niveau de l'information vous trouvez qu'il n'y a pas grand chose à faire passer pour vos élèves, de travailler davantage sur la compétence. Mutualiser les compétences, analyser des documents, développer des compétences informatiques, enfin voilà, travailler peut-être davantage sur la compétence si au niveau de la connaissance vous trouvez qu'il n'y a pas grand chose à apporter. Voilà, voilou. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à mettre des petits commentaires, des petits pouces, des petits likes, tout ce qui fait que l'algorithme m'aide à faire remonter les vidéos, voilà. Enfin je crois, je sais rien en fait parce que je comprends rien à l'algorithme. Et vous n'hésitez pas non plus à vous abonner du coup sur Instagram, Histoire d'une prof ou Caroline Peffer autrice. Ça me fait toujours plaisir quand je peux échanger directement avec vous. Et vous n'hésitez pas à venir poser des questions si vous en avez également. Voilà, voilou. Sur ce, chers amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.